C'est vraiment la fois où je me suis dit non, ça y est, il faut que je mette des lunettes ou que je fasse quelque chose en fait. Un jour, j'habitais à Champs-sur-Marne, d'accord. Je prends le RER pour aller sur Paname, je devais aller à Châtelet. Je tombe sur qui? Je tombe sur un Renoir, il me regarde comme ça. Et il bloque devant moi comme ça, il me regarde genre en mode de... Et tu te rappelles les jeux des regards à l'époque, comment c'était? Ça veut dire... Je me disais, pourquoi il me regarde ce fils de pute? Ça veut dire, j'ai commencé à mettre ma main dans ma poche pour prendre un ustensile au cas où ça me tourne au vinaigre. Et le gars, il me regarde comme ça. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, poteau? Il me regarde comme ça. Et c'était vraiment, j'étais pas trop connu de ouf. J'avais fait Talent Fâché 4. Je venais de faire Autopsie, je crois, mais j'étais pas non plus sur la lune, tu vois. Et le Renoir, il vient me voir, il me dit, t'es Niro, toi? Je lui dis, putain, frérot, déclare ta position avant. Je dis, là, j'allais te démarrer, je lui sors mon truc dans ma main. Non, même pas, j'avais un briquet. Dans ma main. J'allais te démarrer pour rien. Il a éclaté de rire, et en fait, je lui tire le siège, il s'assoit à côté de moi, donc je parle avec lui, et si je te dis c'est qui ce Renoir, tu vas pas me croire, c'est... Tu mens. Wallah, il était pas connu. On va commencer par un petit son. Après, on commence, Néo. Vas-y, let's go. Je leur fais du sale, NIR n'est pas faisable, ça ils le savent. J'écris pas, je distribue des baves, partout où je passe. La balistique recompte les corps, ramasse les balles. Je raille des MC depuis 10 balles, je suis cannibale. On te monte en l'air, t'atterris pas. Je fais le halal comme un maghribi, aux Pays-Bas. Poto l'arabe est véritable, c'est vérifiable. Poto l'arabe est véritable, t'inquiète pas. Eh oui, mon vieux. Connaissez pas, ça connaissait parole. Bien sûr. Néo, ça va, tranquille? Ça va et toi, mon frère, alhamdoulilah. Ça va. Hein. Est-ce qu'on dit l'heure aux gens ou pas? Est-ce qu'on leur dit l'heure qu'il est? Il est 1h moins le quart. 1h moins le quart en mode dimanche nocturne. Ouais, dimanche nocturne. Interview nocturne. Ça fait un petit moment qu'on se cherchait, qu'on devait se faire cette interview. Ouais. Ça fait quelques mois. Enfin, ça fait de nombreuses années qu'on se connaît maintenant, on va dire. Ouais, ça fait 10 ans, je crois. Ouais, ça, on n'est pas loin de ça. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de musique, mais pas que. Parce que vous avez évolué, vous avez bien évolué quand même. On a essayé, mon frère. Ouais. Comme toi, hein, à ce que je vois. Ah, on a essayé, c'est pas essayé, ça c'est confirmé. Ouais, je pense que toi aussi de ton côté, hein, on a vu l'évolution de projet en projet, l'indépendance, le business. On va en parler. La musique, on va parler de beaucoup de choses, parce que je suppose que dans tes autres interviews, tu as parlé de musique, tu as parlé aussi peut-être d'autres choses, donc on va essayer de faire une bonne discussion assez fleuve, comme d'habitude. Ouais, tranquille, hein. C'est familial. Ouais, voilà, c'est ambiance familiale. Pas de souci, vas-y frérot, je suis avec toi. Et c'est vrai qu'il me semble qu'on t'avait quitté en 2021 avec Salmom. Tu paraissais un peu fatigué. C'est-à-dire quand on écoutait le morceau À Jamais, on avait l'impression un peu que tu étais fatigué de toute cette industrie. Qu'est-ce que tu as fait depuis Salmom? Je me suis reposé un peu. J'ai vécu, tout simplement. Je suis un peu allé au Maroc, passer du temps avec un peu ma famille. J'ai travaillé aussi. J'ai beaucoup travaillé aussi en étant au Maroc. En fait, c'était pas réellement du repos. Disons que c'était un rythme moins effréné que d'habitude. Et certains avaient même pensé que tu allais arrêter ta carrière. Est-ce que tu y as songé Parce que quand on écoute le titre À Jamais sur le projet, on a l'impression que tu en as gros sur la patate et que finalement, on va pas forcément te revoir d'ici là. Quoi. Comme la discussion le disait, voilà, c'était une forme de pause en fait. Tu vois. J'ai jamais véritablement dit que j'arrêtais. J'ai dit que j'étais fatigué, que j'avais besoin de prendre du recul. J'ai eu quelques épreuves aussi dans ma vie privée qui ont fait que j'ai dû prendre du recul. De toute façon, quoi qu'il arrive, par rapport à tout ça, le temps d'avaler certaines épreuves, tu vois. Mais ouais, sinon, j'étais fatigué, en fait, c'est tout. Voilà. Et là, tu as pu récupérer, tu as pu souffler un peu? Ouais, j'ai soufflé, j'ai un autre rythme de travail, ça m'a permis de me recentrer aussi sur moi-même, tu vois. Et c'est aussi l'âge, hein, tu vois. On devient on est des adultes déjà depuis un certain nombre d'années, mais là c'est de plus en plus vrai, tu vois. On va en parler de tout ça. On va revenir sur quelques featuring de ce projet-là. Je vais te les mettre dans le casque.
Après, on en parle juste après. Vas-y. 50 €, 500 000 francs guinéens. Banks, Alpha One. 50 €, 500 000 francs guinéens. On fait pas des mille Et des 100 en vendant des 10 et des 20. Ah. Pourtant la savonnette m'a pas glissé des mains, J'ai gros. des tarots si je veux tirer, je pourrais être éteinte si je veux vraiment baroud pareil, très inspiré. Au pire, je ressors dans 18 mois, 50 €, un coup de couteau, tu vas jacter comme un témoin. Je suis dans le cœur de la madre, Y'a que là-bas que je me sens chez moi. Mais ouais. C'est avec Alpha One. On s'en met un autre. Mhm. Ça rigolait sur moi quand j'étais pas riche. Aujourd'hui, le blédard est dans la Ferrari. On a démarré dans la zone Harry. Ils s'inventent des vies comme un scénariste. Mister. Ça rigolait sur moi quand j'étais pas riche. Aujourd'hui, le blédard est dans la Ferrari. Nous, on a démarré dans la zone Harry. oui. Ils s'inventent des vies comme un À scénariste. qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Ils m'ont dit à qui la faute? À qui la faute? 10 pour 9-1. Yes, À qui bébé. la faute? Ils m'ont dit. Ça fume. Ouais. Justement, sur ces deux featuring-là, avant de parler de comment les featuring se sont faits, est-ce que tu dirais aujourd'hui que Niro, avec le recul, le fait d'avoir été, d'une certaine manière, de tête placée en marge du rap français, en l'assumant, justement, ce positionnement, ça fait que maintenant, le fait d'avoir Niro en featuring, c'est comme si c'est devenu, au fur et à mesure, un featuring de prestige, de qualité. C'est-à-dire que t'en fais peu, mais ça marque toujours. On se rappelle de Nino, on se rappelle de PLK, on se rappelle de Gims. Je sais pas si c'est le fait qu'à un moment donné, je me suis fait rare, peut-être, mais déjà, ce qui fait que. Moi, je pense que c'est surtout que je performe dans des featuring où je collabore avec des personnes qui sont artistiquement très fortes et très développées, tu vois. Et le fait que je collabore avec ces personnes qui ont aussi un certain succès, qui est beaucoup plus, peut-être beaucoup plus, comment dire, ils ont un succès plus important que le mien, tu vois ce que je veux dire. Et le fait que je collabore avec eux et que je m'affiche pas, en fait, tu vois, que ces personnes-là aussi respectent ma musique et ça, je pense que c'est plus ça qui donne une certaine valeur au featuring. Moi, j'aime travailler proprement avec les gens, j'aime leur fournir des gros morceaux. Mon premier concurrent, c'est moi-même, donc j'essaye de développer cette partie-là de mon art, tu vois. C'est pour ça que tu n'as jamais privilégié la quantité à la qualité, en fait, finalement. C'est-à-dire, en termes de volume de featuring, tu n'es pas celui qu'on voit forcément partout, mais justement, quand tu le fais... C'est juste faute de temps aussi, tu vois, parce que j'ai énormément de propositions. Tu vois, je l'ai fait au goutte à goutte, parce que j'ai pas le temps, en fait, tu vois. J'ai écrit quand même quasiment 14 projets, tout seul, tu vois. Il y a des moments où j'ai pas forcément des choses à dire, tu vois. Et j'ai pas envie de faire du forcing des fois. C'est aussi que j'ai pas de jeu tout le temps, tu vois. Il y a des fois c'est compliqué, c'est que là je suis dans une période où j'ai pas envie de faire de musique, je suis dans ma vie privée. Et j'ai très peu de temps pour être dans ma vie privée, en vérité. Et tu t'imposes justement, toi Niro, des temps où, si je te comprends bien, où tu fais pas forcément de musique et tu te dis je mets ça en stand-by parce que je me concentre sur les choses de la vraie vie, on va dire. Ouais, tout le temps. Bah, c'est exactement ça qui s'est passé en vrai là. C'est 1 an et demi là, j'ai dû peut-être travailler 6 mois. Le reste du temps, j'ai essayé de vivre déjà, dans un premier temps, et puis aussi de vivre avec... de vivre pour moi, déjà, je parle. Hein. Voyager un peu, tu sais, faire autre chose. J'étais en tournée aussi, tu vois. Et j'ai pris un peu plus de temps aussi pour ma MIF, pour me restructurer au niveau familial et tout, tu vois. Pour mes enfants, tu vois ce que je veux dire. J'ai fait plein de choses. Voilà, j'ai essayé de faire plaisir à ma mère, je fais plaisir à mes proches. Voilà, tu vois. Ça s'arrête jamais en vrai. Parce que quand c'est pas l'album, c'est la tournée. Quand c'est pas la tournée, c'est la promo. Quand c'est pas la promo, c'est la compta, c'est la gestion du label, c'est la production. Quand c'est pas ça, bah, c'est les éditions. Et puis t'as des affaires à côté. Et puis voilà, tu vois, en fait, t'essayes j'essaie de tu sais, je peux pas me cloner, tu vois ce que je veux dire. Donc j'essaie de m'adapter à tout ce que je fais en activité. Et puis
Et puis, j'ai très peu de temps à donner déjà à ma famille. Donc, tu vois, prendre du temps pour aller en studio, des fois des 2 jours pour enregistrer un titre, plus après, une journée encore pour le clip. Ça fait 3 jours. 3 jours, je les ai pas, moi, tu vois. Faut que... Est-ce que en fait, toi, tu cherches un Si équilibre je te entre... donne 3 jours de ma vie, c'est que vraiment je t'aime bien, tu vois. Ouais. Et que j'ai envie, ou que je pense que vraiment il y a quelque chose et que tu vas aller loin et que peut-être que ce petit truc-là va faire en sorte que ça fasse avancer ton business. Mais il faut vraiment que je t'aime bien pour te donner. T'as vu, moi, tu sais, je suis une galère à attraper. T'as vu, pour des interviews, pour des. Toi, hein, on te connaît déjà. Tout le monde sait ça, tu Ouais. vois. C'est que, en fait, c'est pas de ma faute. C'est que j'ai des impératifs, mon frère, tu vois. Et j'essaie de mettre de l'ordre, surtout dans ma vie. J'ai plus 20 ans, frérot, tu vois. Faut être ça, ouais. Des fois, moi-même, je me prive d'aller. J'ai envie d'aller au studio. Je dis, ouais, mais là, je peux pas. Il faut que je m'occupe de ma mif. J'ai pas envie de ça. Y est, le studio, j'ai trop fait là ces derniers temps. C'est comme là, en ce moment, là, j'ai envie d'aller. Tu vois, je viens de finir l'album. J'ai encore ce truc de continuer, tu sais, à faire des titres. Ça peut créer des belles choses après un album de faire des titres, tu vois. Mais quand même, je me dis, ouais, vas-y, là, en plus, t'as la promo. Donc, si tu rajoutes à ça le studio, et plus les concerts, les showcases, les machins, donc t'auras pas forcément le temps. Donc, laisse tomber. Reste un peu à la maison, tu vois. Donc, voilà. Après, mes enfants, ils sont plus importants que tout ça, en fait. Bien sûr. Tu vois. Donc, Et les voir grandir aussi. Ouais, oui. Bien sûr. Il me semble, je sais pas si c'était genre le cas, Niro. Est-ce que tu bossais pas dans un home studio, toi? T'avais pas quelque chose où t'avais... J'ai mon home studio, j'ai toujours eu un studio. Enfin, Ouais. j'ai toujours eu. J'ai mon studio depuis que j'ai fait mon label en 2017. Donc, c'est-à-dire que quand tu bosses chez toi la plupart du temps? Je bossais chez moi. Le dernier Salmon, je l'avais fait quasi entièrement chez moi. Ouais. J'ai fait plein de titres pour plein de gens sur des projets différents qui sont sortis, que j'ai fait chez moi. Et là, sur le dernier album, par contre, je voulais autre chose, tu vois. Je voulais m'imposer une charge moins lourde en termes de travail, de s'enregistrer soi-même, de faire les prods, de machin, parce que ça aussi, je le fais. On va en parler, ouais. Mais je voulais mettre une distance par rapport à tout ça et je voulais avoir des ingés, avoir des beatmakers, tu sais, et ne faire que rapper comme je faisais. En fait, te soulager, tout simplement. voilà. Te soulager pour aller plus vite, tout droit. Et voilà, comme ça, tu viens, tu fais ce que tu as à faire. Et voilà, exactement, que rapper et tout droit et vas-y, tu vois. Ok, d'accord. Donc j'ai fait ça. Ça m'a servi aussi pour trouver une autre couleur musicale, dans le sens où je bosse avec des beatmakers différents, avec une autre touche, etc. Et c'est pour ça que le projet, il est complet, en fait, tu vois. Et ces featuring-là, comment ils sont organisés avec Alpha One et Niska? Alors avec Alpha One, c'est mon pote Soso, hein. Soso, la clé de Paris. Soso, Ce bon vieux Soso. Ce bon vieux Soso. Soso, il m'a dit, je vais le trouver, t'inquiète. En fait, on en a parlé autour d'une table et on a trouvé intéressant de le mettre dans le projet, tu vois. Et, il l'a trouvé, il lui en a parlé, on s'est branché et puis voilà, maintenant il est là, le projet, le morceau il tue. Et je suis très fier de l'avoir sur le projet en tout cas. L'objectif c'est de faire un gros titre, surtout quand tu sais que le mec il écrit super bien. Ça serait aussi manquer de respect au mec que de venir et de lancer un vieux couplet approximatif, tu vois. Vous l'avez écrit ensemble le morceau? Ouais, quasiment. Ouais, parce que des fois ça se répond en fait quand vous rappez. Ouais, quasiment. C'est pour ça que on l'a fait ensemble, on l'a fait au studio ensemble, on a choisi la prod ensemble, on a le processus complet d'un featuring, en fait, simple, tu vois. Okay, et c'est un bon gars. Moi, j'ai parlé un peu avec lui et tout. J'aime bien son côté indépendant, tu sais, où il fait sa sauce, il est dans ses vitesses. Et j'apprécie vraiment ce côté-là de Alpha One et de leur équipe en général. Ça fait un petit moment, justement, qu'ils sont aussi dans ça. Donc, forcément, ça te parle, toi aussi. Tu es dans cette logique aussi. Je suis dans cette logique. Et puis, surtout, on est des... Voilà, moi, je suis de l'école du rap, moi. Tu vois, du rap, de ce qu'on appelle du rap. On va en parler justement de ça. Tu précises bien de ce qu'on appelle le rap. Ouais, voilà. Ouais, et il y a le morceau aussi avec Niska. Je sais pas si vous étiez déjà croisés Niska, auparavant. on a grave des gens en commun, en fait. Ouais. Tu vois. Récemment même, j'ai posé sur le projet de SKOG, qui était son poteau, etc. Tu vois.
Donc en fait, C'était c'était naturel. naturel, ouais, voilà. Et puis surtout, moi je viens de Blois-Ville, t'as capté? ça, ça Ouais. veut dire, vas-y, là, le côté congolais, tu connais, on se connaît en fait. T'as vu, les Congolais entre eux, ils se connaissent. Moi, je connais très bien les Congolais, on se connaît en fait. On a des vraies connaissances en commun en fait. C'est pas un peu, tu vois. Donc c'était naturel en vrai. Après, ça s'est pas fait avec le temps parce qu'on s'est jamais véritablement croisés. On s'était croisés vite fait une fois à Marrakech, mais sans plus, tu vois. Et moi, je suis pas un mec qui traîne trop non plus. Je suis pas un rappeur que tu peux croiser. Si, tu peux me croiser quand même. Mais pas trop dans les studios, en tout cas. Dans les studios Ouais, avec, je suis pas trop dans le folklore du Peura. J'aime bien être à ma place, tu vois. Ouais. Et donc, pareil, Niska, ça s'est fait naturellement. Après, on l'a pas fait ensemble, parce qu'il a un emploi du temps aussi de ouf. Moi aussi, j'ai un emploi du temps de ouf, là, ces derniers temps. Donc, on l'a fait de loin, mais on l'a fait comme si on était côte à côte, tu vois. On se renvoyait des versions, tout. Et lui, il bossait avec mes ingés aussi, avec qui j'ai bossé tout l'album, donc ça a facilité le travail. Et je trouve que c'est très bien réussi, tu vois. T'as l'impression qu'on est au studio ensemble, en fait. C'est vrai que Niro, là, tu reviens avec un album qui en dit long sur ton état d'esprit, je pense. Taulier. Je pense que c'est pas un nom choisi au hasard. On va parler de tout ça. Déjà, je te fais écouter un son et après, on en parle juste après. Vas-y, Faire des euros, on pourrait se passer d'une guerre. Vous aimez les rappeurs que quand Quand ils sont pauvres, Quand ils sont riches, vous dites qu'ils sont devenus caisses. Je suis sur la terrasse d'un hôtel chic. En face de moi, des SDF qui me regardent dépenser le fric. J'ai mal au cœur, j'ai pas passé le pire. Je suis malheureux, mais ils sont morts de rire quand papa fait le pitre. Papa fait le pitre. Ouais. T'as fait ton retour avec ce titre-là. Tu l'as interprété chez Colors. Mhm. Il me semble que ça a eu des bons retours de ce titre-là. Ouais, de ouf. Ouais. Tu Bah, t'attendais à de tels retours sur un titre comme ça? Ouais, je pense que, enfin, pas autant, mais je pense que les gens qui m'écoutent, en tout cas, ils attendent à chaque album un titre comme ça, tu vois. Je pense que ça fait partie de mon empreinte musicale et que ça fait partie de ce pourquoi un certain public apprécie ma musique. Donc je savais en fait. Et le texte, je l'ai beaucoup travaillé. J'ai mis du temps. Mais ça se sent, et si on a choisi cet extrait, c'est parce que tu dis vous aimez les rappeurs que quand ils sont pauvres, quand ils deviennent riches, vous dites qu'ils sont devenus gays. Est-ce que c'est des choses que tu as déjà entendues te concernant, sachant que tu as une évolution de carrière, mais aussi une évolution de statut de vie en On fait. l'a tous plus ou moins mangé, celle-là. Ouais, avant, je préférais avant. Après, t'as vu, c'est... Encore une fois, comme je disais dans je sais plus quelle interview, si tu préfères avant, écoute avant. Bah, tu disais déjà ça à l'époque, il y a 8-9 Ouais, ans. c'était chez vous en plus. je crois. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Donc ça, ouais, non, mais je pense qu'entre-temps, je suis passé dans les mailles du filet, moi, t'as vu. Maintenant, les gens, ils savent que je peux faire plein de choses différentes. Je pense que c'est rentré dans les mœurs, tu vois. Voilà, ils savent que je peux passer d'un morceau très rappé, très kické à un truc plus musical, plus mélodieux. Mais c'est vrai qu'avant, c'est vrai que les gens, il y avait ce côté, oui, je préférais pas forcément le Niro d'avant ou l'artiste d'avant, comme il rappait, etc. Mais est-ce que tu sens qu'il y a encore une différence une fois que tu accèdes à une certaine stabilité financière? Déjà, musicalement, vous avez déjà des choses à dire, mais une fois que l'artiste devient aussi stable financièrement, alors là, on n'est plus dans la même logique. C'est pas du tout... Bah, en fait, ça, c'est dans le cerveau des gens, mais la réalité, c'est que si tu as apprécié un artiste pour une certaine raison, c'est qu'il est bon dans ce qu'il fait. Après, l'artiste en lui-même, ça serait un menteur s'il revient et qui te chante les mêmes choses qu'il te chantait au début. Faut pas mentir. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, c'est pour ça que donc faut pas se mentir à soi-même. Donc en vérité, tu es obligé de raconter autre chose. T'as vu, moi par exemple, dès que j'ai commencé à réussir un peu dans la musique, bah, j'ai plus parlé de musique sur Rééducation, sur Miraculé. J'ai mélangé un peu les deux à l'époque. Mais quand j'étais vraiment baigné dans la musique, je parlais beaucoup de musique, du milieu. Je sais pas, parce que j'étais dedans en fait. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc j'en parle pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il faut
faut supporter l'artiste quoi qu'il arrive, dans le sens où qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre ou qu'il soit... Voilà, il y a... Si à un moment donné, tu as kiffé sa musique, c'est que tu peux potentiellement kiffer d'autres musiques de lui et sans forcément que ce soit exactement pareil que ce que tu as écouté au début. Tu comprends ce que je veux dire? Tant que le message reste le même en vérité, tant que tu ne détournes pas de ta trajectoire en quelque sorte, voilà. Et tu penses que c'est compliqué aussi quand le public voit un artiste qui est issu de la rue, issu du quartier, réussir avec ce style de rap et finalement ne plus forcément avoir ce même lien peut-être avec le quartier ou les choses qu'il a vécues de base. C'est aussi une affaire de trajectoire, comme je te disais tout à l'heure. Beaucoup de gens dans les quartiers, ils respectent ma trajectoire. Quand tu parles de trajectoire, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus de dont tu parles trajectoire, c'est-à-dire que je suis resté sur mes convictions. J'ai fait évoluer ma musique, mais je ne l'ai pas non plus travesti. Je suis quand même resté dans... À chaque album, je fais des titres pour régaler tout le monde, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui kiffaient de la première heure et aussi les nouveaux qui, eux, consomment une musique beaucoup plus évoluée que celle qu'on aurait pu consommer à l'époque. Donc, encore une fois... Moi, j'ai un certain respect pour mon public, j'ai un respect pour les gens qui m'écoutent. C'est pour ça que je fais très attention à ce que j'écris aussi. Y a beaucoup de morceaux qui ne sont pas sortis juste pour une phrase, tu vois. Ah ouais? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Une phrase qui peut juste être mal interprétée. Ça veut dire que c'est même pas le fond de la phrase qui est méchant ou quoi, mais s'il y a un risque que ça soit mal interprété et que ça porte à confusion et que ça me fasse du tort, je le mets pas. Et encore une fois, je pense qu'un artiste, il doit être sincère envers son public. Si un artiste, il va mal, tu vas mal. Si tu vas bien, tu vas bien. Si tu vas mal, si t'as moi, je ne suis pas trop du genre à m'exprimer, donc je fais marche arrière, je me mets dans un coin, je m'isole quelque temps. Et voilà. Mais il ne faut pas mentir à son public, il ne faut pas se mentir à soi-même. Moi, si je suis aujourd'hui, si j'ai un certain respect dans les quartiers, etc., c'est que depuis le début, j'ai toujours marché droit dans mes pompes. Tu vois. Il y a toujours eu ton code de conduite que tu as respecté. Voilà, que j'ai respecté déjà pour moi. Et c'est surtout pour moi, en fait. Et 10 ans en arrière, je ne pensais pas que 10 ans après, je serais là encore à parler avec toi. Mais c'est fou, parce que c'est vrai que ça fait 10 ans. Moi, la vérité, c'est la rue, moi, qui m'a tenu. Mais oui, parce que tu as anticipé la prochaine question. C'est vrai qu'il y avait Miraculé. Et quand on écoute ce projet-là, ça n'a rien à voir avec Miraculé, hein. Mais je te parle en termes d'état d'esprit, on a l'impression que tu as franchi encore comme un peu avec Miraculé, où tu as franchi un cap où tu te dis que tu as atteint un stade que tu pensais peut-être ne jamais atteindre. Quand on écoute ce projet-là, j'ai l'impression qu'il y a cette idée de j'en suis là, mais finalement, entre guillemets, Nordine, j'étais pas prévu au programme. Syndrome de l'imposteur. Ouais, justement, t'en parles, j'ai le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as ce sentiment-là, ce syndrome-là? Parce que c'est, comme j'ai pu le dire dans d'autres interviews, c'est en moi. Je suis comme ça, en fait. Alors pourquoi tu ne te voyais pas être encore aujourd'hui en carrière? Parce que je suis constamment dans le doute, en fait. Tu vois, c'est comme tous les êtres humains, en fait. Tu vois. T'as des moments où tu te dis, ouais, voilà, ça y est, c'est presque la fin, là. Et puis en fait, non. Et au final, oui, tu replonges là-dedans, non. C'est le parcours d'une vie, de la vie d'un homme normal, en fait. Tu vois. Et sachant que justement, tout à l'heure, tu parlais, justement, quand tu parlais de ton feat avec Alpha One, le fait que toi, tu es issu d'une école du rap, technique, flow, fallait avoir de l'écriture, du fond, de la forme, etc. Est-ce que le rap d'aujourd'hui te parle encore? Est-ce que tu en écoutes encore? Bien sûr. Il y a des mecs qui sont super forts, attention. Justement, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la playlist de Niro Là, le dernier que j'ai écouté, là, hors Chig, parce que Chig, il est trop fort. On parlait Chig, c'est une de Chig, ouais. Rob Desblocs, je crois que c'est comme ça il s'appelle. Ouais. J'ai écouté son projet, je suis tombé dessus par hasard. Franchement, j'aime bien comme il écrit et tout. Mais il y a beaucoup d'artistes qui sortent de partout, c'est une dinguerie. Il y a beaucoup de mecs qui écrivent super bien. Le RR avec qui j'ai collaboré sur le morceau avec la Crime, le RR, c'est un tueur. Ouais, d'ailleurs, c'est fait comment la connexion?
La connexion, c'est Karim, la crime, donc, qui m'a contacté parce que on se pousse aussi, tu vois. On essaie de s'aoun, même dans... Aoun, c'est aider. Hein. J'ai compris. On essaie de s'aider dans nos labels respectifs. Donc, moi, tu as vu, si demain, j'ai envie de pousser un artiste à moi, je vais l'appeler, il va venir, il va rapper avec lui. C'est naturel, en fait. On n'est pas dans un calcul bizarre, tu vois. Il m'a appelé pour son petit, je suis allé direct, moi, tu vois. Il y a le clip qui est sorti il y a quelques jours, d'ailleurs. D'ailleurs, on a clippé à Casa, on s'est vu récemment à Casa, etc. Et franchement, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, le petit RR, tu vois. Il est super fort. Et je pense que là, on a une génération de mecs qui écrivent aussi. Je pense à Nahir, je pense à plein de mecs. Hein. Que ce soit Maes, il écrit, Jalito. Je peux t'en sortir plein. C'est à l'infini, en fait. Il y a plein de... PLK, il écrit de ouf. J'ai pas envie de dire des noms, après je vais en oublier, ça va créer... En tout cas, j'ai pas envie de créer de frustration auprès de mes frères, mais tous ceux qui sont forts, en tout cas, je leur ai fait savoir qu'ils étaient très forts. Ouais, c'est vrai que toi, t'hésites pas, même sur tes réseaux sociaux, de dire partager tel titre ou dire que cet artiste est fort. T'as jamais eu aucune gêne ou aucun ego à ce niveau-là. Je vois pas pourquoi j'aurais de l'ego à ce niveau-là, surtout que la plupart des gens que je partage, c'est des petits frères ou qui commencent ou qui sont déjà bien installés, peu importe. Mais c'est des... On l'a fait pour moi à l'époque, tu vois. Mais c'est ça qui est particulier avec toi. Des anciens, ils l'ont fait pour moi, ils m'ont partagé, ils m'ont donné de la force. Et moi, on peut considérer aujourd'hui que je commence à être un ancien, j'ai 35 ans. Ça veut dire que... Ça y est. Ouais, ça y est, je commence là. C'est vrai, je suis dans ma première année d'ancien. Donc j'apprends à être un ancien. Ça parle en évidence. Ouais, j'ai capté. Mais les petits frères là, ils ont beaucoup de respect pour moi et j'ai énormément de respect pour eux. Et je pense qu'on l'a fait pour moi à l'époque, c'est naturel que je le fasse pour eux des fois, de partager. Même un mec pas connu, je m'en fous, moi. C'est pas... On va un peu te parler du passé. Je te fais écouter un morceau avant d'enclencher sur le passé. Oui, mon cœur. Taille. Bang. Pour y arriver, tu suffiras pas d'être motivé, faut aussi savoir se trouver, se prouver, savoir se priver. Attiré par la gloire, Toujours déçu à chaque fois que j'y vais. toi et l'époque Où je me demandais si je serais au chaud cet hiver. L'apparence est violente, Mais j'ai du cœur, je suis comme mes gitans. je peux pas y mettre tout le monde, y a Déjà beaucoup trop d'habitants. Et pour être là, j'ai tout baisé Quand y avait rien d'excitant, j'ai du gras et tout ce qui existe en ville, comme dans l'attaque des titans. Tu fais le Turing avec Taïk. Et pour revenir un peu dans le passé, il faut savoir, pour refaire un peu le parcours, que tu as grandi au Maroc, je crois. Jusqu'à l'âge de 8-9 ans, tu es arrivé à Blois. Après, il me semble que tu es arrivé sur Paris à 21 ans, quelque chose comme ça. Et il faut savoir que toi, quand tu arrives sur Paris, tu n'as fait pas forcément de domicile. Donc, tu mettais des 20 € d'essence dans ton Clio pour pouvoir te réchauffer, pour tenir. Ça, c'était déjà quand j'étais à Blois et que je fuyais la situation familiale et tout, tu vois, parce que je voulais pas que ce que je faisais dehors à l'époque, ça en entache sur ma famille. Donc, moi, je suis parti tôt de la maison, tu vois. Mais ouais. Après, quand je suis arrivé sur Paname, c'était une autre complication encore, parce que j'avais pas de famille et tout. Et donc, ouais, j'ai vécu ça, ouais. Ça arrivait. C'est que Niro, je sais que tu as une certaine pudeur sur ce sujet-là, forcément. Mais est-ce que tu peux nous dire quel était ton état d'esprit à l'époque, pour qu'on comprenne, en fait, un peu le parcours d'un artiste connu, qui n'a pas de domicile. non, mais un artiste un artiste de base qui n'était pas connu, qu'il est devenu, qui avait, je pense, des rêves plein la tête, qui voulait réussir du rap, qui avait une situation, qui était un peu en situation délicate avec sa famille, qui arrive à Paris, qui n'a pas forcément de domicile, tout simplement, tu vois. Donc, dans quel état d'esprit t'es ? C'est-à-dire que t'es déjà dans le rap, t'as commencé déjà quand même à faire quelques morceaux, mais t'as pas forcément de domicile. Tu penses à quoi dans ta tête ? En fait, c'est quand j'ai arrêté mes activités d'à côté, que je citerai pas, mais c'est quand j'ai arrêté mes activités que je faisais à côté pour vivre, et que je me suis pleinement consacré au rap, que j'ai eu une vraie période creuse, tu vois, où j'avais pas en fait, pour faire deux. Enfin, mais j'avais très peu. Et j'avais pas de situation, pas d'appartement. Ça veut dire que, tu sais, passer d'hôtel en hôtel, de voiture en voiture. J'avais des locations, je dormais dans des locs. Et j'étais connu. J'étais Niro, déjà.
on parle de ça, c'est jusqu'à miraculer. Si je me souviens, j'avais pas de situation stable, tu vois. Donc j'avais sorti déjà 2 albums, 3 albums. J'étais déjà hyper connu. Mais j'avais un peu d'argent, mais c'était pas de ouf. C'était de quoi vivre normalement et décemment. Ouais, bien sûr. Après, je pense que ça fait partie des périodes qu'il fallait que je traverse, tu vois, de manger galère sur galère. T'as vu, j'étais en cavale, j'avais un an de prison à faire, flemme d'aller les faire. Ça veut dire que j'étais d'appart en appart, de trucs. J'étais un vagabond de ouf, en vrai. Et t'as pensé à arrêter à ce moment-là, Niro ? Bien sûr, plusieurs fois. Je me disais, vas-y, nique sa mère, je vais retourner faire mes activités. Mais qu'est-ce qui t'a fait tenir ? Bah, En vrai, parce que finalement, à un moment donné... En vérité, c'est que les choses, elles arrivaient, en fait. Elles arrivaient sur moi. Ça veut dire que j'ai eu des périodes, par exemple, avant que je fasse, par exemple, Autopsie 4. Juste avant, j'étais dans un mode, vas-y, que sa mère la musique, tu vois. Street lourd, vas-y, au début, tu sais, il voulait me produire, mais c'était pas encore sûr. Ça veut dire, moi, je me disais, vas-y, en vérité, nique sa mère la musique. Je vais retourner faire mes activités lugubres que je faisais avant, et puis c'est tout, en fait. Et au final, après, on m'appelle. Non, il y a Autopsie. Non, faut faire ça. Non, faut pas que tu lâches, pas tout de suite. Et au final, c'est plus les gens, en vérité, tu vois, des mecs comme Street Lourd, hein. Des mecs comme, je sais pas, même Soso, tu vois, Soso, plein de fois, je lui ai dit, j'ai envie d'arrêter. Il m'a dit, mais t'es un baiser, toi. T'as l'impression que, au-delà d'humain, c'est une espèce de baraka qui est arrivée à chaque fois que t'étais à 2 doigts. Pour moi, c'est pas une baraka, parce qu'une baraka... Une baraka, c'est peut-être même les épreuves que je me mange, en fait. C'est peut-être plus ça, même, la baraka, en vérité. Parce que le fait est que la musique, ça soit là et que ça me maintienne, c'est que voilà, c'est juste, malgré que ce soit une passion, c'est un taf. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais pas si tu arrives à comprendre. Bien sûr. Donc, en vérité, j'arrive à vivre de ça, tant mieux. Mais pour moi, c'est pas une baraka du tout, tu vois. Mais ouais, pour finir sur ce passage, on va dire, jusqu'à, si je me souviens, j'ai commencé à me restructurer. Okay. Déjà moi, tu vois, je parle d'homme. Je voulais pas faire du mal à ma famille, en fait, c'est tout, tu vois. C'était surtout ça. Ma mère a voulu que je rentre et que, vas-y. Mais moi, j'étais dans d'autres activités qui faisaient que je pouvais pas être à la piole, mon frère, tu vois. T'as vu, j'ai été confronté comme tous les mecs, je pense, qui ont un peu le même parcours que moi. J'ai été confronté au tu travailles ou ça va mal se passer, tu vois. Donc j'ai essayé de taffer un peu pour faire plaisir à ma mère. C'était pas ça. T'as travaillé dans quoi, toi ? Je travaillais, je fais de la manutention un peu vite fait. J'ai dû travailler à tout péter 2-3 mois dans ma vie, tu vois. Et c'était pas fait pour moi. Je parle de travail. En musique, hein, parce qu'il faut savoir que... Ouais, non, parce que, attention, la musique, c'est un taf. travail. C'est pour ça que je précise. Et puis même être artiste, c'est un taf, mais être producteur, c'est un taf. Être éditeur, c'est un autre taf. Avoir une marque de textile, c'est un autre taf. Mais c'était plus le fait d'avoir le parcours de monsieur tout le monde, c'est-à-dire de se lever à 7h du matin, d'aller travailler, comme nos parents ils faisaient, en fait. Tu vois, je me ressentais pas là-dedans, je sais pas. Tu savais que tu pouvais, que tu avais les capacités pour aller... Pour tout. Tu avais confiance en toi, tu avais cette confiance en toi. Pour tout. Mais est-ce que c'est pas Peu ça importe ce que j'aurais fait, j'aurais réussi, moi. Est-ce que c'est pas ça qui t'a animé ? Parce que je suis un acharné. C'est ça que bah oui. Est-ce que c'est pas ça qui t'a animé, cette dalle ? Parce que finalement, tu viens de Blois et c'est pas rien. En fait, après, tu me dis si je me trompe, Néo, parce qu'il y a grandir dans des quartiers difficiles en Ile-de-France, c'est une chose. Mais grandir dans des quartiers difficiles en Provence, c'est encore autre chose. Ouais, Parle d'autre chose. Ouais, c'est un autre niveau de... Toi, moi, j'ai eu les deux, donc je peux... Est-ce que tu vois la différence, toi, ici, je vois que c'est dur, mais ici, par exemple... En plus, tu viens du Maroc aussi, dans de le base. 9-3 ou t'habites dans le 9-4, ouais, déjà, je viens du Maroc. Donc déjà, c'est encore un autre niveau. Palier, voilà. Donc déjà, pour moi, la cité, c'était pas non plus le fond du trou. Tu vois, pour moi,
En ayant grandi en campagne au bled avec rien, vraiment dans la vraie campagne des années 90 au Maroc, avec rien, tu sais, rien. Genre, quand je te dis rien, c'est tu découvres le papier de toilette à 7-8 ans. Tu vois, je te parle de. C'est ouf comme anecdote, mais Chose c'est réelle. Ouais, ah oui. Réel. Donc en vérité, pour moi, c'était pas de ouf. Pour moi, c'était plus. Je voyais ça plus comme Las Vegas, tu vois. Il y a des bâtiments, il y a des arbres, il y a des terrains de foot. Moi, je viens d'un Maroc très profond à l'époque, très Afrique, tu vois. Après, je suis arrivé ensuite, je suis arrivé à Blanc. Après, je suis arrivé à Paname. Donc, du coup, quand je suis arrivé à Paname, j'ai pu me rendre compte aussi dans les quartiers dans toute l'île de France. J'ai habité dans toute l'île de France. Moi, c'est simple, tu vois. À part le 9-1 et le 7-8, j'ai habité partout. 7-7, 9-3, 9-4. J'ai habité dans le 9-2. J'ai habité à Paris. J'ai habité partout, frère. Donc, je sais où, quoi, comment. Vous avez quand même. T'habites dans le 9-4, il y a Paris pas loin. Il y a d'autres quartiers, tu sais, il y a d'autres villes, en fait, il y a tout plein de villes autour de l'Île-de-France. Donc, t'as vu, si t'as pas vraiment envie de rester au quartier, tu peux ne pas rester. Si t'as un peu d'argent et que t'es un peu débrouillard, tu vois. Mais en province, c'était dur, frère. En province, pour bouger, c'est minimum 1 heure de route. Pour aller au plus proche, 45 minutes, c'est à Tours. Tu pourras aller à Tours. À Tours, c'est une ville quand même assez grande, c'est étudiant, etc. Mais c'est pas Paname, t'as pas des opportunités de ouf comme à Paname, il n'y a pas tout comme à Paname. Nous, pour aller à Paname, il fallait qu'on fasse 2 heures de route, tu vois. 2 heures de route aller, 2 heures de route retour. La nuit, tout, le bordel. En fait, il fallait être déterminé pour de vrai. Pour faire quelque chose, pour pouvoir bouger, aller faire des choses, ouais, il fallait être vraiment déterminé. Moi, c'est ce que je faisais en tout cas, tu vois. Je m'en rappelle, j'étais au lycée, frangin, t'as vu, j'étais au lycée. Je prenais le train le soir à 20h, je crois, un truc comme ça. J'arrivais à Paname, j'allais manger vite fait en rapace. Après, je marchais de Austerlitz jusqu'à la bibliothèque François Mitterrand, sur les quais, là. Je marchais jusqu'à là-bas. Pour faire quoi? Pour aller au bateau phare, je rappais. Au bateau phare, je rappais tu sais, j'allais pour faire du rap. À 2h du matin maximum, la soirée elle se finissait. Il fallait que je rentre à BLO. Mais pour rentrer à BLO, le train, le premier, il était à 6h24. Donc, je restais 4 heures de 2h du matin à 6h24 précisément. Ah ouais, tu connais. Je restais autour de la gare. Okay. Bah, bien sûr, frérot. Ouais. Mais ça, c'est pour te dire que vraiment, j'ai voulu rapper, moi. Et ça, je te parle, j'étais mineur. Hein, je crois que j'avais 17 ans, un truc comme ça. Et je faisais ça. 16, 17 ans, je venais, boum. Après, à 6h24, je prenais mon premier train, mais t'as vu, entre 2h et 6h24, bah, je sautais par-dessus la grille. Là-bas, je dormais dans les trains. Combien de fois les sécus sont rentrés avec les chiens et tout dans le train et m'ont coursé, des trucs de fou. Et je courais, je sortais de l'autre côté, je repartais dans un autre train. C'était un merdier. Bref, à 8h du matin, enfin 6h24, je prenais mon train, j'arrivais à 8h et quelques, et j'allais au lycée. Ok, t'enchaînais en fait. Ouais, j'avais une brosse à dents sur moi. Alors, je sortais un croissant, un pain au chocolat, j'arrivais au lycée, j'allais vite fait, je me débarbouillais, je me faisais une toilette et après, boum, j'allais à l'école. Et j'avais pas dormi de la nuit, je m'endormais. Ouais. Mais elle te venait d'où cette détermination, cette envie pour le rap? Parce que finalement, c'est... J'ai grandi avec ça. Tu vois? Mais tu peux avoir grandi avec ça, mais être déter à ce point-là. J'en suis sûr que Niro, après... Certains n'ont pas eu de chance, certains ont eu des choses de la vie qui les ont freinés, mais à un moment donné... Je voyais même pas ça comme de la détermination, mon frère. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai. Tu voyais ça comme quoi? Comme quelque chose de... De la passion. Ok. J'étais passionné. Voilà. C'est aussi con que ça, des fois. Parce que toi, maintenant, ça fait une dizaine d'années que tu évolues dans le milieu du rap d'un point de vue professionnel, un haut niveau, en fait, un artiste accompli, un artiste établi. Si tu n'avais pas ce coffre et toutes ces années, on va dire, de formation où tu faisais ton charbon, tu penses que tu aurais pu tenir finalement encore aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai la passion, ce qui n'a pas bougé. Parfois, je suis un peu lassé, tu vois. Comme ça a pu être le cas, par exemple, sur À Jamais. Donc, j'ai pris une pause de 1 an et demi, histoire de me recentrer sur moi-même et sur mon travail. Mais la passion, elle est là. Le jour où ça s'éteint, j'arrête. Mais pour moi, ouais, c'est clair. Si t'as pas cette passion, mais vraie passion, je parle pas de juste écrire des textes et venir rapper, tu vois. Tu parles de quoi, alors?
Je parle de... Bah, t'as vu, là, comme on parlait tout à l'heure, par exemple, je découvre un artiste, je tombe sur un artiste que je trouve bon, je suis passionné, je kiffe. Je vais écouter son album pour savoir ce qu'il fait de plus, qu'est-ce qu'il a à proposer. Et moi, ça me donne de la motivation aussi pour mon travail à moi. Donc c'est comme ça, il y a de la passion. Le jour où je verrai ça plus comme un travail, ça a déjà été le cas, attention. Bah, j'arrête. Ou j'ai un gros doute. Je me dis où je vais arrêter. T'es obligé de mettre une petite pause, en fait. Mais quand tu sens que ça devient un peu trop lourd, un peu trop... Ouais. Ça arrive à quel moment, genre, par exemple, Niro, quand tu te sur rappelles la dernière fois, ça à jamais. Ok. Mais après, Après, t'avais beaucoup enchaîné aussi. Ouais, puis je venais d'enchaîner 44 morceaux, une tournée, le Covid, t'as eu des épreuves dans la vie privée très relou, très très relou, tu vois. Ouais. Et donc c'est dû à ça, en fait, que c'est par rapport à tous ces trucs-là qu'à un moment, je dis, vas-y, tu vois. Mais la dernière fois, ouais, c'est sûr à jamais, tu vois. Toi, Niro, tu dirais que les épreuves de la vie privée, sans forcément rentrer dans les détails sur ce sujet-là, les épreuves de la vie privée te permettent d'avoir de l'inspiration dans ta musique, ou parfois il y en a certaines qui sont tellement dures qu'elles te coupent les jambes, Ouais. que t'es même pas en mode... Moi, j'ai été scié, là, moi, ces 2 dernières années, je vais pas te mentir, tu vois. Ouais. Après, ça fait partie de la vie. bien, t'as j'ai une vie, en fait. j'ai déjà été scié, ouais. Rester sur place, scotché, cloué. Mais les épreuves, c'est pas ça qui non plus me pousse à écrire, tu vois. Je suis pas dans ce calcul-là, sinon ça serait falche. Les épreuves, parfois ça aide pas du tout, tu vois. Ouais, parce que c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, Niro, quand tu dis les épreuves, des fois ça aide pas, parce que parfois on entend les artistes qui disent que, et je pense que c'est vrai, hein, attention, ce qui se passe dans ma vie me permet d'extérioriser, mais il y a des choses qui sont visiblement, en tout cas pour toi, à t'écouter, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas extériorisables, mais qui sont tellement lourdes que Bah pour moi, tu déjà, te mets de pause. déjà, pour moi, le fait d'extérioriser, ça veut rien dire, en fait. Tu t'extériorises pas, c'est là, tu t'extériorises, genre dans le sens où ça sort, quoi. Ouais. Mais c'est encore en toi. Si ça sort et que ça n'est plus en toi, là, oui, C'est tu vraiment peux parler 100%. d'extérioriser, tu vois, mais t'extériorises pas, tu vois. Moi, j'ai pas ce truc de me dire, ouais, c'est une thérapie ou quoi. Avant, peut-être, j'ai pu le penser ou quoi. J'étais peut-être, je sais pas, j'étais peut-être un ouf, tu vois. Mais moi, ce truc de, ouais, c'est ma thérapie, tout ça, je trouve que c'est un peu du bluff, tu vois. En vérité, t'écris tes trucs, ça sort, et puis voilà, mais ça t'aide pas forcément plus à les accepter, tu vois. J'ai fait le lion blanc par rapport à mon fils qui est atteint d'autisme. C'est pas pour autant que ça m'a aidé à surmonter l'épreuve. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, frérot. Mais quand, par exemple, tu fais ce titre-là, le fait peut-être d'avoir des témoignages de parents ou de gens à qui aussi, justement, qui sont dans la même situation, ça t'a pas peut-être donné de la force? Non, pas du tout. Ok. Justement, c'est l'effet inverse que ça fait sur moi. Ah ouais? Ouais. Okay, ça me rappelle, en fait, juste que j'essaye d'outrepasser ça. Mais quand je reçois des messages de parents qui ont la même situation et tout, voire pire, très souvent, ouais. Ça me met dans un... ça me rend triste, en fait, plus qu'autre chose, tu vois. Ok, je capte. Et ça me rend triste parce que déjà, dans mon quotidien, j'essaie de faire en sorte de ne pas y penser, tu vois. Ouais. Mais quand on me le rappelle et qu'on me le rappelle avec des détails et puis des manières différentes aussi, ça me fait mal au cœur. Et tu dirais justement que Niro, ce côté que tu as, vraiment quand ça te fait mal au cœur, parce qu'en fait, tu sens la détresse des gens, on va dire, c'est ça? Ouais, et moi, j'ai jamais été trop... j'ai toujours eu une certaine gêne par rapport à ça, tu vois. Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Et j'ai toujours eu une certaine gêne par rapport à... En fait, je suis... Je sais pas comment on peut dire ça. J'ai l'impression que tu es empathique. Ouais, mais... empathique de ouf, en fait. Ouais. Je suis peut-être même trop empathique. C'est ce que je veux dire, tu ressens les choses à fond. Et puis, en fait, je ressens une gêne importante. Ouais, je suis tellement empathique, en fait, que, tu vois, ça me fait... Je suis vite... Autant il y a des gros... T'as vu, tu peux demander à Soso qui est derrière. T'as vu, autant dans la vie, j'ai eu des grosses épreuves et que je te raconte, tu t'assois, t'es scotché. Et ça m'a pas forcément détruit, tu vois. Autant des trucs comme ça, moi, ça peut me détruire vite, tu vois. Même des trucs qui me concernent pas du tout, tu vois. Malheureusement, ça fait partie de la vie.
Et donc voilà, faut continuer à avancer, c'est tout, frérot. Mais c'est vrai que je reçois énormément de messages et tout. C'est touchant et c'est à la fois triste et c'est un sentiment très bizarre, en fait. Dans ton cœur directement. Est-ce que tu regrettes parfois de l'avoir fait, enfin, pas de l'avoir fait, mais peut-être de l'avoir sorti? Non, mais par contre, je serais incapable de te le faire sur scène sans avoir la gorge nouée, par exemple. Ouais. Ouais, mais c'est pour ça que je le fais pas en tournée. Voilà. C'est beaucoup trop Et même des fois, le fait de l'écouter, ça me. Tu sais, j'avais l'impression qu'il fallait que. Ça sorte. Ouais, mais ça sort pas en fait. C'est ce que je Enfin, t'expliquais tout à l'heure. Ouais. En fait, ça C'est sort, que mais ça ça reste reste en toi. Ouais, ça reste. C'est dehors, mais c'est toujours là. C'est ça. Mais je voulais que si un jour. Mon fils il est en capacité de comprendre ce son, je voulais qu'il sache que je l'aime, tu vois. Et que malgré tout, voilà. Il n'y a rien, il n'y a aucune différence. Ouais, et t'es son père et que tu l'aimes, bien sûr, bien sûr. Voilà. D'accord. Et juste pour finir sur cette période compliquée que tu as pu vivre à l'époque, est-ce que tu dirais, et même comment dire ta carrière aussi, est-ce que tu as des regrets sur ton parcours? Parce que justement, dans Toli, tu dis le fait de parler de ces loupés, c'est important. Est-ce que tu as des regrets quand tu regardes dans ton rétro? J'ai des regrets. J'ai quelques regrets, j'ai quelques remords aussi, surtout. C'est surtout les remords qui sont le plus relous. Parce que les regrets, voilà. En soi, j'ai pas à avoir de regrets, tu vois. J'ai fait ce que j'ai fait. C'était mon destin, tu vois. Mais en bien ou en mal, attention. Mais les remords, c'est autre chose. Les remords, c'est quand t'as pas fait certaines choses et que tu regrettes. Mais que ce soit dans la musique ou dans la vie, j'ai certains remords, mais je vis avec. Et que ça soit dans la musique ou dans la vie, tu parles de quoi? Ce que tu peux dire devant une caméra, bien sûr, Nero. En termes de remords. En termes de remords, par exemple, je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec ma grand-mère, paix à son âme, tu vois. Ça fait partie la rahma, ça fait partie des remords que j'ai. Et j'en ai, je peux même pas t'expliquer, j'en ai des. Et c'est ça le plus dur, en fait. C'est. Ouais. Et tu vois, des remords comme ça, Nero, c'est à cause de la musique, par rapport à la musique, la vie en Non, général? c'est la vie en c'est d'autres général. choses. Moi, j'étais un voyou de merde, t'as vu, j'étais un petit con de merde, là, tu vois. C'est tout, en vrai. Donc, voilà. Et ça, Et parfois, cette vie-là t'écarte des gens, de certains membres de ta famille ou des. Mais y a pas. T'as vu, je t'ai pris un exemple, mais je peux t'en sortir. Je peux te sortir 10 000 exemples de remords que je peux avoir au quotidien, tu vois. Mais ça fait partie de la vie, encore une fois. T'as vu, je sais plus c'est qui m'a raconté ça la dernière fois, qui me disait que. Ils ont fait un genre de sondage dans une maison de retraite par rapport aux regrets. Et la plupart, ils ont tous dit quelque chose. Ils n'ont pas parlé de regrets, ils ont parlé de remords, de choses qu'ils n'ont pas faites. Ouais, j'aurais aimé être écrivain, j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé faire ci. Et ils n'ont pas dit, ouais, j'ai fait ça, je regrette, tu vois. C'était pour le 99% des cas, c'était ça. Donc je pense que c'est le remords qui tue le plus, en fait, que le regret. Et ça, que justement, qu'on va parler un peu de famille, là. Est-ce que le fait de vivre avec des remords, est-ce que c'est quelque chose que, enfin, quand on en parlait tout à l'heure, le fait de vouloir absolument équilibrer la vie privée de la vie professionnelle, ça part aussi un peu de ça, ces remords de peut-être avoir pas pu faire ça quand tu étais jeune ou pas avoir passé du temps avec certaines personnes, et toi, tu veux pas louper ça justement, quand tu fais ton éducation avec tes fils, quand tu es présent avec ta famille, parce qu'il faut savoir, il me semble que il n'y avait pas forcément la présence de ton père quand tu as grandi. Donc, tous ces remords-là, est-ce que tu essaies de, je vais pas dire corriger le tir, parce que tu peux pas vraiment corriger, mais de faire en sorte de, en tout cas, pas en avoir avec l'éducation de tes enfants? Ouais, c'est clair. Après, même si je suis pas forcément tout le temps là, ce qui est certain, c'est que mes enfants, ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, tu vois. Mon grand, par exemple, Djihad, lui, il est très conscient.
Il est très conscient que moi, j'ai pas eu de papa, que, tu vois, et je lui fais savoir tout le temps que moi, je suis là, tu vois. Et que moi, je partirai pas. T'as capté? Bien sûr que j'ai pas envie de louper le coche avec mes petits. J'ai pas envie qu'ils grandissent sans père. Ça a pas de sens, tu vois. Alors, il se peut que, tu vois, par exemple, moi, je pense que dans les couples en général, il se peut que ça aille mal ou quoi, mais t'as vu, tu peux te séparer même, limite, mais ne sois pas égoïste pour les enfants, tu vois. Ça veut dire trouve un terrain d'entente, tu sais. Et moi, ayant grandi vraiment sans père, moi, je pourrais pas vivre loin de mes enfants. Je peux littéralement mourir pour de vrai, tu vois, de tristesse. Et justement, on va parler de famille, d'enfants. Juste avant ça, on s'écoute un titre. Je me relève comme un taulier. Je voulais tout faire comme un taulier. Dans ma famille, je suis un taulier. Une grosse équipe que des tauliers. Je me relève comme un taulier. Je voulais tout faire comme un taulier. Dans ma famille, je suis un taulier. J'ai une grosse équipe que des tauliers. C'est le titre Taulier qui est présent sur cet album. C'est vrai que t'as souvent dit, même on en a déjà souvent parlé aussi, que le fait d'avoir des enfants, ça t'a beaucoup assagi. En soi, ça t'a canalisé, t'as vu la vie autrement, ça t'a aussi ouvert l'esprit sur d'autres choses. Est-ce que tes enfants vivent ta notoriété au quotidien quand vous sortez, ou finalement ils savent pas forcément que leur père... ils ne ressentent pas forcément quand vous sortez que leur père c'est Niro? Si, ils le savent. Ouais. Ils le savent, en tout cas pour Djihad. Après, Wahed, lui, il est atteint d'autisme. Donc, en vérité, il est un peu au-dessus de tout ça. Lui, il s'en fout. Mais Djihad, ouais. Il le sait. Après, il sait que je suis très connu. Il sait que c'est arrivé des fois, par exemple, je marchais avec lui et je vois un mec qui me filme de loin, comme ça, tu sais, en parasite, là, tu sais, les parasites comme ça, là. Il m'a vu aller voir les mecs, les menacer, prendre le téléphone du mec, effacer les trucs, lui crier dessus dans la rue, tu vois, il a déjà vu ces phases-là. Donc il sait que, mon fils, il sait que moi, ça m'énerve, tu vois, ce truc-là de... C'est comme on se fait une intrusion dans ta vie privée. Ouais, t'as capté ou pas? Donc lui, des fois, il me le dit lui-même, il me dit, papa, fais attention là-bas, ils vont prendre des photos, ils t'ont reconnu, tu vois. Et donc moi, je m'arrange toujours pour aller voir les personnes, leur dire, t'as vu, si vous voulez des photos, venez, on fait, mais filmez-moi pas en cachette, filmez pas mes enfants, t'as capté? Et très souvent, ça m'arrive ça. Donc mon fils, il a conscience, mais mon fils, ça le saoule un peu, tu sais. Ouais, on va le voir à l'école, ouais, c'est vrai, ton père, c'est un chanteur. Non, mon père, c'est pas un chanteur, tu sais, il leur dit, mon père, c'est pas un chanteur, tu vois. Et en fait, il a conscience carrément de tout ça, tu vois, mais je leur fais pas ressentir dans la vie quotidienne, tu vois. Hormis quand il va me dire, ouais, tu fais quoi? Par exemple, il m'a dit, ouais, tu fais quoi? Je vais faire une interview, là. Ah ouais, c'est pour qui? Ah, c'est pour tel truc. Ah ouais, c'est quoi? C'est bien? C'est connu? Je lui dis, ouais, ça, c'est... Tu sais. Les enfants, ouais. Ouais, mais papa, tu travailles beaucoup en ce moment. Ouais, mais t'as vu, là, je suis un truc et tout. Tu sais, j'essaie de lui parler comme un grand, en fait. Tu l'emmènes avec toi en studio, des fois, ou pas du tout? Non, pas studio, je l'ai jamais ramené en studio. Je l'ai ramené... Bon, après, moi, j'ai le studio à la maison, donc... ça va, ouais. Voilà. Concert concert, je l'ai ramené 2 fois. Je l'ai ramené une fois. Wallah, réel. Hein. Première fois, je le ramène, c'est à Metz. Non, c'est à Strasbourg, je crois. Non, c'est à Metz ou Strasbourg. Je sais plus c'est où, bref. Ça part en couille. Il y a un mec qui prend un coup de couteau. La police y vient, ça se termine avec eux, en plein milieu d'un quartier, des tirs de mortier. Et moi, à l'intérieur de la salle, non, vous pouvez pas sortir, attendez, il faut faire évacuer, tout un bordel. Moi, j'étais mort de rire. Mon fils, il me disait, papa, c'est des fous. Première fois que je l'emmène, il voit ça, mon fils, tu sais. Il voit des mecs qui montent sur les toits, qui regardent par les fenêtres pour voir si on est là, tu sais, des trucs de fou. Mais c'était passé quoi? Pourquoi c'est passé en... Parce que, ça avait rien à voir avec moi. Hein. C'est un mec... il texte sa meuf, je sais pas, et il y a un autre mec, il est venu, il a jeté sa meuf, je crois, par-dessus la barrière. Je sais pas pourquoi. Lui, il a sorti un couteau, il a mis un coup de couteau au mec, il s'est ouvert la main. La police partout, non, personne ne peut sortir parce qu'il faut retrouver le mec qui a mis le coup de couteau. Concert, moi, c'est venu me chercher sur scène, ça m'a sorti, t'es à l'IGN, j'étais mort de rire. J'ai dit, mais vous êtes des ouf, tranquille. Et en fait, mon fils, il a vu tout ça, tu vois, mais... On est rentré à l'hôtel, il m'a dit, c'est des ouf, papa. Il m'a dit, en plus, la sécu, là-bas, ils étaient pas...
Ils étaient pas sérieux. Il m'a dit, et moi j'ai 2 sécu. Moi j'ai un Tchétchène, un frérot tchétchène qui s'appelle Timour. Et j'ai un frérot mauritanien algérien qui s'appelle Ousmane. Et tu vois, ils payent pas de mine les deux, mais ils sont petits, ils sont crapus, ils sont très dangereux, mes sécu. Ouais. Et mon fils, il me dit, mais moi je préfère tes sécu que les sécu de la salle. Donc il a bien conscience. Ouais, il était en analyse. Il a conscience des malades mentales. Et la deuxième fois, c'était au Zénith. Et là, il a pu se rendre compte que, ah ouais, quand même, mon père, c'est quelqu'un, tu vois. Bah, Zénith, c'était costaud. Hein. Ouais, c'était costaud. T'étais là, toi? Ouais, bien sûr, j'étais là. C'était costaud. Si t'abuses. Si on n'est pas là, après, tu vas commencer à me C'est dire. beau, c'est beau. Ouais, le bien sûr, Zénith, quand même. ouais, bien sûr. Bah, c'est parce que ça, justement, et quand même, on s'est dit qu'on était obligé, on n'allait pas louper ça, tu vois. Ouais. Sachant que tu viens de loin. Ouais, carrément, il est trop amoureux de moi, c'est normal. Ouais, bah oui, dans ce fameux groupe. On va pas dire on ce va qui pas s'y dire passe. le groupe où le groupe, ça vanne à mort. Ah ouais, c'est quelque chose. Hein, Des montages des atroces. montages. On va pas dire qui fait les montages, hein, mais bon, bref. Moi, c'est moi, j'assume. Voilà. Ouais, c'est moi. On va pas dire tu fais les montages de quoi. Bref, on va passer au sujet suivant. Ouais, je suis avec le mec qui a interviewé Macron quand même. Ah, ça va. Frérot, ça va. Ça va. On Attention. évolue aussi, nous aussi, on essaie. Attention. L'intervieweur de l'Élysée, attention. Et puis, commence le branchage. En tout cas, tes enfants arrivent à être conscients. Mais toi, justement, Niro, quand tu sors dans la rue et que tu enlèves tes lunettes, les gens, ils arrivent à... Pas trop, non. Enfin, ils me reconnaissent, ils ont un doute. Ils Ou il y en a, ils me reconnaissent et ils sont... Tu sais, en fait, ce que je kiffe, moi, avec les gens qui m'écoutent, c'est que ils s'en battent les couilles de ce truc de star, là, t'as vu? Eux, quand ils me voient, ils me disent « Oh, Niro, dinguerie !» C'est comme s'ils voyaient un mec de leur quartier, tu vois. Ça, mon frère, wallah, psaha, wallah, t'es un bon... je veux même pas de photos. Il y a des mecs qui me disent « Je veux même pas de photos. » Juste bien, force à toi, wallah, continue. Je suis venu te voir que pour te dire ça. Vas-y, salam alaikum, les frères. Et ils se barrent. Moi, ça m'arrive très souvent, ça. Et ça t'est déjà arrivé de te reconnaître sans tes lunettes, tu dis non, c'est pas moi. Si, là, la dernière, j'étais au casino. Il y a un Renoir, il me dit mais tu ressembles grave à Niro, toi. Et moi, je le regarde, je réponds rien, tu sais, je souris. Et je continue à jouer. Il me regarde comme ça, il me dit mais les gars, wallah, il ressemble trop à Niro. T'es sûr que c'est pas toi et tout? Je le regarde, je lui dis, je lui ressemble vraiment. Il me dit, ouais, en plus, tu parles comme lui. Je lui dis, on me le dit souvent. Et en fait, je disais rien, j'attendais vraiment qu'il crame, parce qu'il y en avait un, il m'avait cramé déjà. Donc je me suis dit, ça y est, lui, il va vraiment me cramer, tu vois. Ouais. Et en fait, rien. Il a continué à jouer. Après, il me faisait, Niro. Tu sais, ça, de loin, tu sais. Et toi, tu restes sérieux, genre. Et moi, je rigolais. Non, moi, je rigolais. Ouais. Mais je lui ai pas officiellement dit que c'était moi. Donc en vrai, quand je suis parti, ses potes, ils ont dû lui dire. Il a dû câbler, voilà. Ok, j'ai capté. C'était cette semaine, ça. Ok. Donc il y a des moments où, comme tu vas être tranquille, vas-y, tu vas pas te mettre en mode ouais, c'est moi. Enfin, tu vas laisser le flou s'installer, quoi. Moi-même, de toute façon, quand ils me voient, ils sont lunettes, ils me sortent le téléphone. Je dis attends, tranquille, viens, je mets mes lunettes, tranquille. Ah ouais, c'est vrai, toi, c'est vrai, mais tu fais ça pourquoi? Bah, pour pas qu'on me reconnaisse, frérot. Ah, c'est vrai, on te reconnaît pas trop. Et voilà, ça passe, en fait. Il y a beaucoup mais ça m'est déjà arrivé plein de fois qu'on m'arrête dans la rue, on me dit tu ressembles à Niro, je dis ouais, on me le dit souvent. Okay. Ça m'est arrivé plein de fois, il y a des gens qui me croisent. Donc finalement, le fait de mettre des lunettes et d'avoir soit des casquettes ou soit des bérets au début, même encore aujourd'hui, finalement tu avais un peu vu juste, c'est-à-dire que tu t'es quand même obtenu une certaine tranquillité, sérénité. T'es pas exposé à 100%, tu sors de chez toi, c'est Niro. Ouais. C'est clair, ça m'a beaucoup aidé, je vais pas te mentir. Donc t'avais anticipé finalement? Bah ouais. Mais en fait, c'est dès le début que je me suis mangé... Tu veux que je te raconte une anecdote de malade mental? Ça, c'est vraiment la fois où je me suis dit non, ça, il faut que je mette des lunettes ou que je fasse quelque chose, en fait. Un jour, j'habitais à Champs-sur-Marne, d'accord? Je prends le RER pour aller sur Paname, je devais aller à Châtelet. Je tombe sur qui? Je tombe sur un Renoir, il me regarde comme ça. Et il bloque devant moi comme ça, il me regarde, genre en mode de... Et tu te rappelles les jeux des regards à l'époque, comment c'était? Ça veut dire... Je me disais, pourquoi il me regarde, ce fils de pute? Ça veut dire, j'ai commencé à mettre ma main dans ma poche pour prendre un ustensile au cas où ça me tourne au vinaigre. Et le gars, il me regarde comme ça. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, poteau? Il me regarde comme ça. Et c'était vraiment, j'étais pas trop connu de ouf. J'avais fait Talent Fâché 4. Je venais de faire autopsie, je crois, mais j'étais pas non plus sur la lune, tu vois. Et le Renoir, il vient me voir, il me dit, mais t'es Niro, toi?
Je lui dis, putain, frérot, déclare ta position avant. Je dis, là, j'allais te démarrer. Je lui sors, mon truc dans ma main. Non, même pas, j'avais un briquet. J'avais un briquet dans ma main. J'allais te démarrer pour rien. Il a éclaté de rire. Et en fait, je lui tire le siège, il s'assoit à côté de moi, donc je parle avec lui. Et si je te dis c'est qui ce Renoir, tu vas pas me croire, c'était Fa Baby, frère. Tu mens. Wallah, il était pas connu. Il s'en rappelle très bien. Anecdote de Il m'a fou. dit, mais t'es paro, toi. Je lui dis, ah ouais, gros, moi, je sais pas, je suis pas habitué à être connu. T'as compris, il a rigolé, tu vois. Wallah, vraie anecdote. Wallah. Je suis pas habitué à être connu, je suis mort avec ton briquet. Ok, j'ai compris. C'est là où je me suis dit, oh, là, quand même. Reste tranquille sur le mode connu, parce que t'as vu, tout le monde dit te regarde, tu sais pas si vraiment on te regarde parce que si ou parce que. Même encore, ça m'arrive, hein, des fois, il y a des mecs qui me fixent comme ça. Jusqu'à je vais les voir, oh poteau, ça va ou quoi? Depuis tout à l'heure, tu ressembles à un rappeur. Hein. Je dis, ah ouais, bah c'est moi. Ah frérot, ça va, voilà, bien. En fait, t'es obligé de. Mais t'es tout seul là, tu sais. Souvent, moi, je me la manche là. Mais t'es tout seul là, ils sont tes gardes du corps et tout. Je suis pas de garde du corps, moi. Je suis comme toi. Ouais. Regarde, je peux voyager, je peux aller m'asseoir au resto tranquille, en étant calme. tout seul. Ben. Ok. Donc voilà, mon frère. Ah, comme quoi. Et justement, pour revenir à tes fils, les fils de Niro, avec avec la stabilité que tu leur offres, ils rêvent de quoi? Ils pensent à quoi quand ils seront grands? Mon fils, franchement, là en ce moment, il est dans Rocket League, il veut rien savoir de plus. Plus tard, quand il sera grand, bah, il est un peu flou hein, sur. Wahid, lui, il est ATS, donc lui, il a un centre d'intérêt qui est très restreint, c'est les animaux. Mais vraiment, il connaît parfaitement les animaux sur le bout des doigts. Il parle en anglais, il compte en anglais, il te fait l'alphabet en anglais, de A à Z, de Z à A, c'est un génie. Mais lui, c'est les animaux, donc je pense qu'il pourrait peut-être devenir un jour vétérinaire ou je sais pas trop. Mais Djihad, lui, lui, c'est un gamer, il aime bien jouer, tu vois, il est dans Rocket League en ce moment, il était dans Fortnite, il est un peu dans FIFA. Et vis-à-vis de son enfance, quoi, de jeune. Bah, tu sais qu'à 8 ans maintenant, c'est des adolescents, les petits, là. C'est une dinguerie. Ah, ils sont en avance. De malades mentales. Ils ont d'autres centres d'intérêt que nous, quand on avait. Ouais, moi, je voulais juste sortir, jouer au foot dehors. Lui, il s'en bat les reins d'aller dehors. Lui, c'est à la maison, il joue à Rocket League, il a son casque, il parle avec son pote, tac, tac, tac. Ouais, t'as vu la voiture, t'as vu si, voilà, en fait, il est là-dedans. Et sachant, Niro, que toi, t'as toujours une certaine défiance envers les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tes enfants, tu les protèges un peu de ça? Ouais, de malade. Moi, mes enfants, il n'y a pas de réseaux sociaux. Mon fils, déjà, quand il va sur YouTube, il regarde des tutos, tu sais, pour faire ces jeux-là. Même ça, je suis très... Et à chaque fois, il me le rappelle, tu sais, il est marrant. Il me dit, papa, je regarde un truc, il n'y a pas de gros mots. Tu sais, il me le dit, il n'y a pas de gros mots. Tu vois, il me prévient à l'avance. Je peux regarder lui et je regarde, moi, le queutru à l'avance. Je lui dis, ouais, vas-y, en fait, tu peux regarder suis, quoi. Ouais, de malade mental. Moi, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas de Snapchat. Ah ouais, il n'y a pas de TikTok, Twitter, YouTube. Il n'y a que YouTube, quoi. Jamais de la vie. Moi, ça, là, ils vont y toucher quand ils auront 18 ans. Et encore. 18 ans? Ah bah oui, frère. Et avant ça, tu vas mettre des... Attention. Non. Avant... 18, je te jure. Okay. Avant ça, bah, ils le feront en cachette. Ouais, voilà, c'est ça. C'est dire, parce mais que officiellement, papa, il n'est pas corda. Donc, tant que je ne suis pas corda, ça ne sera pas... il n'y a pas devant moi comme ça. Ça ne sera pas démocratisé à la maison. Tout le monde est sur son bigot. TikTok, ouais. Moi, mon fils, ouais, vas-y, à la rigueur, va sur YouTube et tout. Mais t'as vu, je trouve que c'est trop malsain. Maintenant, les gens, ils font plus attention à est-ce qu'il y a des enfants ou pas, tu vois. Les réseaux sociaux, c'est pire que le rap. Déjà, le rap, nous, on faisait pas attention, déjà. Nous-mêmes, les anciens, ils faisaient pas attention à nous. On a été très influencés par le rap, nous. Donc, tu vois. Bousillés, même. Ouais, bousillés, même, pour la plupart. Même là, ils sont devenus ouf, c'est réel. Mais là, c'est le nouveau truc, c'est les réseaux, tu vois. Donc, ils vont montrer... Ton fils, en fait, t'as rien le temps de lui apprendre. Il apprend tout à travers un téléphone. Il voit des bagarres, il voit des meurtres, des fois même dans des vidéos. Ils n'aiment pas, ils mettent des vidéos de malades dans leur Snap, tu vois. Et t'arrives, toi, justement, à faire barrière pour... qui n'ait pas accès à tout ça. En fait, tu fais ton maximum pour... Non, moi, c'est clair, moi. Moi, je suis super clair avec eux. Je rigole pas avec eux, moi. Il le sait, mon fils. Il sait que papa, c'est le plus gentil de la Terre, super-héros, tout ce que tu veux. Mais quand je dis un truc, c'est tout droit. Il sait qu'il faut que ça marche droit avec moi. Tu sais, nous, on n'est pas comme avant où on tape nos enfants, tout ça. Nous, on ne fait pas ces trucs-là. Tu vois, voilà, nous, c'était un peu dans les mœurs normales de se manger une baffe. Des baffes éducatives, ouais, quoi. Des baffes éducatives, t'as capté. Mais
Mais moi, nous, on n'a pas ce truc avec nos enfants. Moi, mon fils, c'est plus mon pote, c'est mon sahab de ouf, mon fils, tu vois. Donc, je lui parle comme un grand. Je lui dis, je lui explique, oh, t'as vu, ça, c'est pas ton âge. J'ai pas envie que... Et je lui explique pourquoi. J'ai pas envie que t'apprennes des trucs qui sont pas de ton âge. Je veux que tu kiffes ton âge, que tu profites de ton âge. J'ai pas envie que t'aies déjà 20 ans dans ta tête alors que t'as que 8 ans, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Reste dans ton inconscience. voilà, reste dans ton... J'aime bien ce côté inconscient. Tu sais, j'aime bien ce côté innocent, insouciant, tu vois le délire des enfants. Et les réseaux, ça leur casse ça. Tu vois, moi, je peux pas faire un TikTok avec mon fils, danser avec lui. Ça n'existe pas, ça. Même si demain, il vient et me dit, papa, c'est la mode. Ouais, mais tout le monde y fait. Ouais, mais nous, on n'est pas tout le monde. Ok. C'est tout. Tenue de conduite. Tenue de conduite. Ouais. Et voilà, après, peut-être dans une mesure... Peut-être je lui dirais, bah écoute, voilà, il y a tel réseau social, il est plus maîtrisé, il est moins penché sur des trucs bizarres. Ah, c'est plus sécurité, c'est plus voilà, safe, comme on dit. Bon, bah vas-y, là c'est plus safe. On peut y aller, tu sais, dans la mesure où c'est modéré, tu as le droit à une heure, on va dire, dans la semaine ou dans la journée, enfin peu importe. En fait, il faut toujours être derrière et quadriller le queutru, en fait, tu vois. Mais ça, Niro, justement, le fait que toi, les réseaux sociaux, tu le vois d'une certaine manière par rapport à tes enfants, par rapport à ton éducation, est-ce que ça influe d'une certaine manière le fait d'être père sur ton rap et sur ce que tu dis dans ton rap? Sur ce côté, mais même moi, il faut que je fasse attention parce que je peux influencer peut-être les enfants des gens sans faire exprès, en vrai. De ouf. Et je me suis rendu compte même, et je ne m'en suis jamais caché en vérité, de dire que ouais, nous, on a une parole importante en tant qu'artiste et même en tant que personnage public. On a une parole qui est importante, qui peut influencer des jeunes, c'est la vérité. C'est pour ça que j'ai fait Vite Gangsta dès mon premier album. Ouais. Donc c'est que j'avais déjà conscience de ce truc-là, en fait, et que... Donc moi, je suis dans ma ligne de conduite, encore une fois. C'est juste que ça a évolué et que c'est les réseaux sociaux. Mais en vérité... Tu prends du recul en tant que père, peut-être, sur ton texte, après, peut-être ouais, pas à chaque fois. Après, mais des fois, ouais, après, voilà, il m'arrive d'avoir quelques débordements. C'est comme tous les artistes. Mais de toute façon, je fais de la musique, c'est mon milieu qui est comme ça. C'est pour ça qu'aussi, j'essaie de préserver... mon fils de ce milieu-là, et les autres parents aussi, ça à eux de préserver leurs enfants aussi, tu vois, ça fait partie du truc. Moi, t'as vu, quand je rentre chez moi, mon fils, il va me dire, ouais, j'écoute XXXTentacion ou Travis Scott, je lui dirais, ok, c'est cool, mais tu regardes pas les clips, fiston, t'es pas encore à l'âge de... Donc tranquille, mais, t'as vu, je te mets, si tu veux, Spotify ou ce que tu veux, regarde, écoute, mais tranquille, tu vois. Il comprend l'anglais, ce qui est dit Non. Donc c'est la vibe qui kiffe. Ouais, il kiffe la vibe du queutru. Ouais. Le fait qu'ils comprennent pas, ça m'arrange, moi. Ça serait du peur à français, ça serait autre chose. Il écoute pas de rap français? Si, mais des fois, une fois, il s'est mis à me chanter le classico organisé, là, en bande organisée. Ouais. Ça va, vas-y, je le laisse. Même s'ils disent des trucs de ouf, en vrai, dans ce nique ta mère sur la canebière, nique tes morts sur le vieux port. Ouais. Voilà, mais mon fils, il a conscience du gros mot, donc il me fait ça. Il s'arrête dès qu'il y a ça, et après il repart. Tu vois ? Donc en vérité, ça reste quand même relativement quadrillé, et puis ça reste relativement sain, tu vois, cette approche. Après, si ton fils, il est dans ton dos, et il est sur les réseaux, il poste n'importe quoi, ça n'a pas de sens, tu vois. C'est autre chose. Bah ouais, frère. C'est des ouf, les gens, de laisser leurs enfants là-dedans. Moi, je pourrais pas. Parce qu'après, ils vont vivre dans le culte du m'as-tu vu, tu sais, de l'apparence, tu sais, ouais, d'apparaître comme ça, de mettre des filtres. Tu sais, il y a la vraie vie. La vraie vie, ça tue, frère. Quand on était petits, on sortait, on jouait au foot. Il y avait de la bagarre, il y avait de la boxe, il y avait du baseball. On faisait des baseballs avec des pieds de table, frère, et une balle de tennis. Je sais pas si t'arrives à comprendre. Ouais, la réalité, en fait. Vraie vie, la réalité, tu vois, des vrais souvenirs, où tu kiffes, tu tapes des barres. Tu sais, voilà, là, aujourd'hui, j'ai la sensation un petit peu que voilà, tout le monde est un peu recroquevillé sur son téléphone. Tu sais, on vit plus, quoi, tu vois. Les gens, ils font semblant de rire, ils envoient des emojis où ils sont morts de rire, mais ils rient pas, en fait. Je trouve que c'est un peu falche, tout ça. En fait, les réseaux sociaux, ça crée une proximité, mais une certaine distance au même moment. Enfin, en même temps, ouais, c'est ouf. Hein. C'est ça qui est particulier. C'est très, très, très paradoxal, ouais. Ouais, on peut même tous être dans une pièce, on est tous sur notre bigot, on se parle même pas. Ouais, mais ça arrive tout le temps, moi. Moi, je craque, moi. Je m'embrouille très souvent avec mes potes. Ouais. Vous abusez, les gars. On se voit pas toute l'année, déjà. Venez, on se voit, on kiffe. Là, chacun, on se voit, on est tous sur son téléphone. Ah, vas-y, moi, je travaille. Ah, mais vas-y, moi, je parle avec le clone. Ah, vas-y, moi. Ah, vas-y. Après, dès qu'ils step 5 minutes, après, ils reposent leur téléphone. Et donc, on peut commencer à parler et à passer une soirée. Je trouve ça pourri, moi.
Tu vois. C'est important. Faut savoir décrocher aussi, t'as vu. Ouais. Pour Mais toi, moi- j'ai l'impression que tu le fais bien, toi. Bah, J'ai parce que l'impression moi, c'est en important. fait, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, c'est pour vendre quelque chose, en fait. J'ai quelque chose à C'est vendre. un J'ai outil la de musique. promotion. Ouais, c'est un outil de promotion. Pas ta J'ai vie. j'ai de la musique à vendre, j'ai des trucs. Ouais, voilà. En fait, c'est comme si j'allais sur. J'en sais rien, moi, à l'époque, les trucs de pub. C'est comme si je payais une chaîne de télé pour vendre mon produit. Voilà. Mais sauf que là, maintenant, c'est devenu. Je suis à la télé, mais pour vous montrer ma vie. Salut mes petits chouchous, salut. Tu sais, voilà, bah, faut acheter ça. Tu sais, influenceur qui n'influence rien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, c'est plus ce côté vide, là, tu vois, ce côté de. Tu sais, il n'y a rien de culturel là-dedans, tu vois. Il n'y a rien de vivant, il n'y a rien d'humain là-dedans. C'est voilà, c'est les réseaux sociaux, tu mets ce que tu veux, tu peux poster à peu près ce que tu veux, faire croire ce que tu crées veux. une autre image de Tu toi-même. crées ce que tu veux. Ouais, voilà, tu vois. Et t'as rien à vendre. Moi, pour moi, les réseaux sociaux, c'est exclusivement parce que je vends de la musique. Et donc, je suis dessus parce que j'ai ça à vendre. Si t'es dessus et que t'as rien à vendre, tu fais quoi là-dedans, en fait? Juste, tu regardes la vie des gens. Ouais, lui, il a une belle Ça peut être voiture. marrant parfois. Lui, il a une belle voiture. Il y a Ouais, des trucs gauleries, t'as quand des même. trucs gauleries. Ouais. Franchement, ouais. À la rigueur, ça, je dis rien. Ouais. Ou t'as des trucs même, des fois, moi, je m'arrête sur Intéressant, Instagram. Ouais, instructif. voilà, sur Instagram, il y a des trucs intéressants, des trucs même de motivation. Des fois, j'aime bien, tu sais, des mecs, comment ils parlent, tout. Je trouve ça bien, ça, tant que ça élève les gens. Il y a des mecs ou des filles, pareil, c'est des artistes, font de la peinture, je regarde ce qu'ils font, tout. Ils font du dessin, tu sais, j'aime bien, moi. Il y a quelque chose, en fait, tu vends quelque chose, tu vois. Mais si c'est pour voir ton dernier vernis à ongles, je m'en bats les couilles, en fait. Voilà, si tu veux savoir si j'aime bien ta dernière paire de pompes, elle est moche de ouf et je m'en bats les couilles de ta paire, en vrai. Voilà. Moi, c'est pour ça. Des fois, je joue le jeu un petit peu, je suis obligé, c'est les réseaux. Ouais. T'es obligé de jouer un petit peu le jeu, voilà, montrer un peu que t'es vivant, en fait, que t'existes. Ouais, que Sinon, tu t'éteins, mais... Que t'as un petit flow, que tout ça. Ouais, voilà, que ça va, tu t'habilles, ça va, t'as une belle voiture, ça va, t'as une petite montre, Et ça des va. montres. Ah Ça non, mais je va. vois ça. Ça va. Non, mais c'est vrai, c'est Voilà, vrai. ça. Donc tu peux montrer de temps en temps. Ouais, vas-y, ouais, là, voilà, j'ai changé de pays, je voyage un peu. Ouais, regardez ce que Il je faut vois. doser. Mais faut doser à max. Ouais. Faut doser à max, frérot. Parce que c'est pas ça la vérité. Même l'œil déjà. Ouais, et puis l'œil aussi, surtout Ah, c'est l'œil des gens en fait, tu vois. Certains ne vont pas y croire, mais moi j'y crois dur comme fer, tu vois. Donc faut aussi rester concentré là-dessus. C'est pour cette raison aussi que je mets pas mes enfants sur les réseaux. Je pas envie qu'on porte l'œil à mes enfants et ainsi de suite. Il y a plein de trucs qui font que les réseaux c'est néfaste en fait, c'est tout. J'ai rien à foutre là-dedans, moi. Ok. On va conclure ce sujet-là. On va parler de business maintenant, de production. Tu parlais tout à l'heure que tu étais producteur, éditeur et j'en passe. Ok, je faisais aussi du textile. Et le fait de partir dans la production, est-ce que c'est aussi pour redonner une chance, enfin pour donner une chance et pour redonner un peu ce que la vie t'a donné à d'autres artistes Pas forcément. Ouais, c'est un peu ça, oui. C'est un peu ça, mais je me dis pas, ouais, je donne une chance, je sais pas quoi, je m'en fous, en fait, tu vois. J'ai juste envie d'aider, en fait, tu vois, et puis même d'accomplir aussi, c'est important pour moi. C'est pas rien, parce que tu changes une vie. C'est pour ça que tu donnes une chance, tu changes une vie d'une personne. Pas forcément, des fois, c'est pas forcément le cas. Des fois, tu as des difficultés à faire exploser la personne, des fois, ça vient pas, des fois, voilà, c'est compliqué aussi, tu vois, Donc Ce serait quoi, toi, le bilan excuse-moi de t'interrompre, ce serait quoi, toi, le bilan justement de ta carrière de producteur ces dernières années? C'est que c'est super dur, frère. C'est extrêmement dur. Il faut avoir du temps que je n'ai pas, en vérité, tu vois, quand je regarde bien. Comme moi, je suis tout seul la plupart du temps, à part Soso qui bosse un peu avec moi, ou la distrib, ou peut-être parfois Maclouf, ou j'ai quelques gens, il y a Abou, ou des mecs comme ça, des fois, qui peuvent parfois m'aider sur certaines choses, mais en réalité, c'est compliqué, tu vois, tout seul, de produire des artistes, et puis de gérer les égos de chacun, de gérer le temps de chacun aussi, de faire en sorte qu'il ne soit pas trop impatient, etc. C'est énormément de... En fait, il y a tout l'aspect humain qui est super compliqué, tu vois. Et donc, du coup, et puis des fois, ça prend du temps. T'as vu, tu prends un artiste, il est à zéro, frère. Personne ne le connaît, donc ça prend du temps, on ne te fait pas forcément confiance, tu appelles des gens pour qu'ils collaborent avec ton artiste, les gens ne sont pas très chauds parce qu'il n'est pas connu, que ça ne leur rapporte rien. Donc du coup, les maisons disent c'est la même chose, ils vont dire ouais mais t'as vu, nous il n'a rien sorti, on peut... si. En fait c'est un peu le truc de... c'est comme, ouais, tu vas rentrer dans une boîte de nuit,
T'es jamais rentré une T'es fois. jamais rentré, on te dit t'es pas un habitué, mais je suis jamais rentré. Fais-moi rentrer, je deviendrai habitué. Ouais, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais, quoi. voilà, c'est un peu ça. Donc voilà, il y a beaucoup de maisons de disques qui donnent pas de force à ce genre de projet, tu vois. À moins que je leur dise, oui, si je signe chez vous, par contre, je veux que mes artistes soient signés. Ça, je l'ai déjà fait, imposer, par exemple. J'ai déjà imposé ce genre de signature. Mais c'est compliqué c'est très compliqué de produire des gens. Mais tu lâches pas l'affaire. Je lâche pas, après je fais de mon mieux en fait. Je fais surtout de mon mieux, c'est surtout ça. Et puis je suis très transparent avec mes artistes. C'est que voilà, regarde, on a réussi à faire ça, on a réussi à faire ça, mais j'ai galéré de ouf. Ça on peut pas faire, ça on peut pas faire. Ça j'ai fait la demande, ça. Tu vois, puis je leur montre, je suis super transparent sur tout en fait. Donc du coup, bah, même si demain ça marche pas, ils peuvent pas m'en vouloir. En fait, tu les responsabilises d'une certaine manière. Bah ouais, je leur montre en fait. Bah regarde, t'as vu, même si demain ça marche pas, c'est pas de ma faute. T'as vu, moi je mets tous les moyens en œuvre, mais des fois, bah, les gens ils veulent pas. Des fois, voilà, ton projet il est pas forcément, c'est pas forcément ça que les gens ils attendent. Ou peut-être que ta musique elle est compliquée, qu'elle va mettre beaucoup plus de temps à arriver à ce que les gens la valident, tu vois. Donc c'est dur d'être producteur, là frère, c'est dur de malade mental. Et le fait que ça soit dur, t'as réduit un peu le nombre d'artistes que tu produisais? J'ai pas réduit de... En fait, moi, je leur ai laissé la porte du label ouverte. Après, Nino B, il a décidé d'arrêter. C'est une décision qu'il a mûrement réfléchie. Lui, il a décidé d'arrêter du jour au lendemain. Donc voilà, lui, pourtant, on avait signé un contrat et tout, mais au final, il a tout arrêté. Lui, ça y est. Sénis, il n'y a pas longtemps, bah, lui, il s'est impatienté. Il voulait que ça aille plus vite, mais le problème, c'est que moi, en face, en maison de disque, ça galérait aussi. On a du mal à s'attraper. Tout était super compliqué. Donc, il m'a dit, ouais, un jour, il s'est réveillé. Ouais, j'ai envie d'ouvrir un label. Bah, va ouvre ton label, frère. Moi, je ne retiens pas mes artistes. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, lui, j'ai arrêté. Mais j'ai Tig, j'ai Lil Star que je développe. C'est du développement. Je fais principalement du développement. Moi, je ne prends pas des mecs déjà connus. Tu vois. Après, j'avais Zesso, mais Zesso, c'était pour un seul projet. Et puis, j'ai aussi Koro, là. Et Koro, lui, c'est pareil. Lui, il a une vie à côté. Voilà, il ouvre des business, des machins. Donc, il n'a pas forcément le temps pour le peur non plus. Donc, voilà, moi, je fais en fonction d'eux, en fait. Le principal, c'est que la porte du label, elle est ouverte. Voilà, s'ils veulent faire des choses, on peut essayer de faire et puis on essaie de monter. Et si jamais, bah, par bonheur, ça prend, bah, tant mieux, tu vois. D'accord, je vois. Ouais, t'es transparent en tout cas. Ouais, de malade. T'es lucide. Il y a quel autre business qui te parle, toi? Parce que dans le morceau Alpha 520, tu disais, tu parlais de développer des business en Afrique. Il y a d'autres business dont tu peux nous parler devant une caméra? Je peux pas t'en parler, mais ouais, je développe. T'es sur des trucs? Ouais, je suis sur des trucs. C'est plus dans l'ordre du privé. Pas forcément de détails. De développer dessus. Okay. Ouais. Et il me semble que tu avais un projet de faire un livre ou un film qui raconterait ta vie. Je sais pas. Non, de base, on voulait faire une série, mais ça raconte pas forcément ma vie. Le livre autobiographique, en fait, j'ai eu l'idée de le faire, mais après, finalement, je me suis désisté parce que quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte que... Ah ouais, quand même. J'ai dit non, je peux pas écrire tout ça, c'est pas possible. Pourquoi? Il y a trop de trucs privés, c'est quoi? Je peux pas écrire tout ça. Ah ouais? Ouais, je peux pas. C'est pas comme écrire un texte introspectif de rap, c'est beaucoup plus poussé. Non. Il y a... j'ai même pas les mots pour t'expliquer à quel point c'est compliqué, tu vois. C'est la trop de trucs, ouais, ça, je pense que c'est surtout ça en fait, mais je suis pudique par rapport à ça, et puis surtout je pense même pas que les gens ils me croiraient en fait. Ah ouais? Ouais, je pense pas. Et puis j'ai pas envie d'exposer ma vie comme ça et au final que les gens ils puissent porter un jugement, que ce soit sur moi ou sur ma famille ou sur les décisions qui ont pu être prises, que ce soit moi ou dans ma famille, tu vois, tout simplement. J'ai pas envie d'ouvrir cette porte-là. Cette porte-là. Ouais, voilà, la famille, ça reste quand même de la pudeur. Faut quand même respecter la pudeur de chacun, et puis tout le monde ne peut pas être satisfait du fait que tu parles de lui dans son film ou quoi. Donc en fait, ou dans ton livre. Donc ça représentait énormément de problèmes, mais je pense que je pourrais le faire, hein, je te mens pas. Mais ça serait comme le morceau de mon fils Wahid, tu vois, le lion blanc. Ça serait un truc que je pourrais pas regarder en fait.
Je le fais, mais je le regarde pas. D'accord. Et on arrive à la fin de cette interview sans filtre. Niro, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? La santé, mon frère, Inch'Allah, déjà, c'est surtout ça, en fait. La santé, pour moi et pour mes proches. Et après, tout le reste, vas-y, hein, on va se débrouiller pour l'avoir. Mais la santé, Inch'Allah. Et t'as toujours, tu sais, parce que tu avais quand même des volontés parfois d'arrêter ou de te mettre en pause sur la musique. Est-ce que tu as déjà pensé? Est-ce que tu sais. Est-ce que tu te vois continuer longtemps dans cette industrie-là? Si on devait faire un compte à rebours, il y a un compte à rebours dans ta tête? Même si tu vas pas nous dire si. J'ai pas forcément de compte à rebours. Ce que je sais, c'est que le jour où je me sentirais has-been, dépassé, ou tu sais, juste un peu trop adulte pour ça, je pense que j'arrêterai. Un peu trop vieux pour ça, je pense que j'arrêterai, tu vois. J'ai pas forcément de compte à rebours, mais je vais pas m'éterniser, ce sera pas éternel. Je vais pas m'éterniser là-dedans. De toute façon, on l'aura bien compris. Hein. Non, après voilà, après j'aime énormément. J'ai passé de très belles années. J'ai été énormément soutenu. Tous ces gens-là, ils se rendent pas compte, mais ils m'ont aidé dans ma vie privée, quand j'étais dans le dur. Ils m'ont aidé, tu vois. Et ils font, quand ils me soutiennent, ils nourrissent mes enfants, ils me nourrissent moi. Ils font en sorte que mes business, ils avancent. Et j'ai passé de très belles années avec mon public, voilà. Donc je voulais les remercier. Et Inch'Allah, si un jour j'arrête, ma musique, elle continuera à vivre. D'accord. Et un dernier mot pour Rappelite, Niro? Merci Rappelite, très fier de ce que vous devenez. Merci. Non, sérieusement, voilà. De toute façon, vous connaissez l'affection que j'ai pour toi et Karim, tu vois. Je pense que c'est pas fini. Vous pouvez encore monter et tout arracher, même si tu as interviewé Macron. D'ailleurs, donne son numéro à Manu, là. T'as des trucs à voir avec lui ou quoi? Ouais, on va parler un peu, là. Deux, trois trucs à faire passer ou quoi? C'est quoi le délire? Ouais, ça suffit, là. Vas-y, on s'en parle hors caméra, Merci en tout cas, Rappelite. Merci beaucoup. Merci que Dieu vous protège et vous donne la santé, Inch'Allah, et la prospérité. Amin. Merci à toi, mon refrain. Merci. Vas-y, on s'attrape. À bientôt.